tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo où je vais faire le bilan de ma palle du mois de l'imaginaire. Je vous avais fait début du mois d'octobre une vidéo où je vous présentais la liste des livres que j'avais très envie de lire pendant le mois d'octobre puisque c'était officiellement le mois de l'imaginaire. Au final j'ai lu entièrement 2 livres et j'en ai rajouté un d'une de mes lectures précédentes puisque il se prêtait bien au monde de l'imaginaire puisqu'il est à moitié fantastique, donc j'ai décidé de le mettre dans cette palle. Je vais d'abord vous présenter Dans la forêt d'Hokkaido de Eric Pessan, publié aux éditions École des loisirs. On passera ensuite sur le fameux Cinder de Marissa Meyer, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Et enfin on terminera avec Les mystères de l'Arispem de Lucie Pierapajot, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans la forêt d'Hokkaido, vous allez rencontrer Julie, qui est une jeune adolescente française qui fait des rêves un peu particuliers puisqu'elle se rêve dans le corps d'un petit garçon perdu dans une forêt au Japon. Et quelle ne sera pas sa surprise quand elle découvrira qu'en fait ce n'est pas réellement un rêve puisqu'il y a véritablement un petit garçon qui a été abandonné par ses parents dans la forêt d'Hokkaido au Japon. C'était la première fois que j'essayais un livre d'Eric Pessan et je vous avais dit dans ma vidéo présentation qu'il me faisait très envie, que ça avait l'air d'un livre assez psychédélique, assez fantastique. Au final, il n'y a pas eu une once de fantastique, à part évidemment le fait que Julie se retrouve dans le corps du petit garçon. Il n'y a pas vraiment de fantastique là-dedans, c'est pas aussi psychédélique que je l'aurais cru. J'ai cependant beaucoup aimé cette lecture parce qu'il y a justement cette double ambiance que j'ai vraiment beaucoup aimée. Il y a l'ambiance très froide, très pluvieuse, très presque cauchemardesque de ce que vit le petit garçon au Japon, et il y a l'ambiance très familiale, l'ambiance très chaleureuse de la vie de Julie avant qu'elle ne découvre qu'elle a ce fameux pouvoir. Même si ce livre fait moins de 200 pages, j'ai quand même été bien prise aux tripes, parce que je me suis dit, mais attends, elle va aller jusqu'où comme ça, elle va... Faut que tu fasses gaffe Julie, parce que là t'es quand même dans un état assez critique, hein. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que, vu qu'il fait moins de 200 pages, si je me lançais dans une réelle analyse, vous spoilerez tout, donc je vais me contenter de vous recommander cette lecture parce que vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça reste jeunesse, mais j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment bien travaillés, donc vraiment ça a été une super lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, nous allons passer au mastodonte des chroniques sur Booktube, donc le premier tome des chroniques lunaires Cinder de Marissa Meyer, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous avoue qu'il est dans ma palle depuis un peu plus d'1 an et j'y allais un petit peu à reculons au début parce que je me suis dit, ouais, c'est vrai que la jeunesse en ce moment c'est plus trop mon dada, donc j'ai quand même un peu peur de ce qui va s'y passer, surtout en sachant que c'est une réécriture de Contes de Cendrillon. Je me suis dit, ça va encore être mielleux à souhait. Je vais vomir des paillettes et des arcs-en-ciel et ça va pas être cool. Et au final ça a été une véritable surprise puisque j'ai quand même bien aimé ma lecture. L'histoire de Cinder se déroule dans le futur où l'organisation du monde n'est absolument plus comme celle que nous connaissons puisque la Terre en gros s'est rassemblée pour faire face à un ennemi commun, c'est-à-dire les gens qui habitent sur la Lune. Et vous allez y rencontrer Cinder qui habite dans une Nouvelle-Corée, qui est une mécanicienne qui se fait assez martyriser par sa belle-mère et ses 2 demi-sœurs, enfin surtout par une de ses demi-sœurs. Et la particularité de Cinder, c'est qu'elle est à moitié cyborg, c'est-à-dire que c'est une personne comme vous et moi, sauf qu'elle a sa jambe, sa main et son système nerveux en cyborg, donc en robot. Le début du roman se passe comme une journée totalement lambda dans la vie de Cinder, jusqu'à ce que le prince de Nouvelle-Corée vienne lui commander son aide pour réparer un robot royal. Et tout va s'enchaîner pour Cinder à partir du moment où la menace de l'épidémie mondiale menace justement une des personnes qui lui est le plus chère. Et Cinder va se retrouver bien malgré elle au cœur d'un complot politique. Pourquoi ça a été une bonne surprise pour moi? Premièrement, l'univers est assez bien développé. On sent que Marissa Meyer a vraiment pensé sur la globalité de la Terre et non pas seulement pour une société dans un pays en oubliant un peu tout le monde. J'ai vraiment beaucoup aimé les conflits géopolitiques que nous pouvons suivre de par les yeux du prince, puisqu'il y a 2 points de vue dans ce roman, celui de Cinder et celui du prince. Et j'ai vraiment beaucoup aimé quand on était du point de vue du prince, tous les complots politiques qu'il pouvait y avoir dans son pays et aussi sur la Lune du coup. On va rapidement passer sur les personnages que j'ai trouvé vraiment très attachants. J'ai bien aimé la personnalité de Cinder qui n'est pas la niaise que je craignais au début du roman. C'est-à-dire que c'est une mécanicienne qui arrive à faire des choses de ses 10 mains et qui n'est absolument pas nunuche, comme j'aurais pu le penser si je m'étais dit que ça ressemblait vaguement au Disney. À part évidemment les grands axes de l'histoire de Cendrillon, il y a quand même énormément de changements au niveau des personnalités des personnages. J'ai également beaucoup aimé le personnage du prince qui est vraiment bien détaillé je trouve. J'ai tout particulièrement apprécié la personnalité du prince qui est pris entre 2 devoirs, on va dire, puisque il se retrouve en étant empereur beaucoup trop tôt, donc il n'a pas été préparé à devenir empereur. Et d'autre part, on sent bien qu'il est beaucoup trop jeune pour
ces responsabilités-là, qu'il en a très peur et qu'il a juste envie d'être un citoyen lambda en fait. J'ai justement apprécié cette dualité dans la personnalité du prince parce que je l'ai trouvé vraiment très humain. Et même Cinder, même si elle a des comportements que, comme les jeunes femmes dans les young adultes en général, elles foncent des fois tête baissée, je me suis dit que c'était quand même aussi un personnage assez humain qui ressentait vraiment des choses humaines, pas comme les héroïnes qu'on peut retrouver fréquemment dans le young adulte où on se croirait face à une machine qui se dit je dois foncer tête baissée. Les seules personnalités que je déplorerais, c'est peut-être... en fait, la personnalité que je déplorerais le plus, c'est une des demi-sœurs, puisque, à part faire sa chieuse et... à part faire sa chieuse, en fait, on n'apprend pas vraiment beaucoup de choses d'elle. Par contre, la personnalité de la belle-mère, j'ai aussi beaucoup aimé. Elle n'est pas méchante, juste pour être méchante, comme la belle-mère de Cendrillon. On peut se dire que la belle-mère de Cinder a quand même des raisons plus ou moins compréhensibles du fait qu'elle ne l'aime pas. Même si elle reste quand même cantonnée à « je ne t'aime pas, je vais te faire des trucs exécrables pour que tu ne puisses pas vivre correctement ». Les seuls reproches que j'aurais à faire à ce livre, c'est le fait qu'il soit trop young adulte en fait. J'aurais aimé que l'univers soit beaucoup plus développé et surtout les environnements, puisque nous sommes dans un monde futuriste, mais je ne savais pas comment m'imaginer les bâtiments, comment m'imaginer la vie en société. Ça ressemblait quand même beaucoup à notre société de l'époque, et puis même de l'époque de Cendrillon, donc je trouvais que c'était quand même un environnement que j'arrivais pas vraiment à me plonger dans l'atmosphère en fait. Autant l'actualité politique est vraiment bien développée dans ce roman, autant les environnements, j'arrivais pas à m'imaginer les bâtiments et c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à me plonger dedans à cause de ça. Et mon deuxième point noir va rejoindre le fait que ce soit trop young adulte justement, c'est que il y a beaucoup de facilité d'intrigue. Là je vais faire un mini point spoiler pour ceux qui voudraient savoir de quoi je parle. Donc je vous mets le timecode de là où il faut aller maintenant. Quand je dis facilité d'intrigue, c'est surtout dans la zone de quarantaine. Je n'arrivais pas à m'imaginer une zone de quarantaine ouverte au public en fait. Cinder arrive à y aller comme si elle rentrait dans un moulin, elle arrive à aller voir sa demi-sœur qui est malade, mais j'ai trouvé ça pas crédible parce que, si c'est une épidémie, il faudrait justement enfermer ces gens dans une vraie zone de quarantaine et non pas gardés par des robots qui ne font que la même chose pendant la journée. Il faudrait des gardes, il faudrait des voitures, il faudrait une vraie zone de quarantaine sécurisée, alors que là, Cinder, elle rentre, elle ressort, elle rentre, elle ressort, elle rentre, elle ressort. J'ai trouvé ça absolument pas crédible. Ça a été un petit point noir dans ma lecture parce que je me suis dit, mais attends, pourquoi? Juste, pourquoi? C'est pas crédible. Bon, il y a aussi le fait que la fin soit clairement prévisible, vraiment. À part ça, j'ai quand même passé un bon moment devant Cinder et je pense que je vais continuer la série. Ça a quand même assez titillé ma curiosité pour que je puisse continuer la série, enfin, en tout cas que j'envisage de continuer la série. Et nous arrivons enfin au troisième livre qui est Les Mystères de Larry Spem de Lucie Pierapajot, je n'arriverai jamais à me souvenir de son nom, publié aux éditions Gallimard. Autant vous dire que savoir qu'il était le deuxième lauréat du concours du premier roman de chez Gallimard Jeunesse, en sachant que le premier c'est Les Fiancés de l'hiver, c'est pas que je mettais mes espérances très haut, mais j'avais vraiment hâte de découvrir le nouvel univers que Gallimard a mis en avant. Nous allons être plongés en 1899 dans un Paris steampunk, totalement différent donc du Paris que nous connaissons tous, puisqu'il y a eu une révolte d'un parti populiste qui a mené au fait que les riches ont été totalement balayés du paysage parisien et que les bouchers sont devenus, on va dire, les grands maîtres de la société, même s'il faut pas le dire parce que ça se fait pas. Il n'y a pas de classe supérieure, même si les bouchers le sont quand même clairement. Dans ce roman, vous allez rencontrer Liberté et Carmine qui sont deux amies de longue date, même si leur classe sociale ne ferait pas forcément d'elles deux amies très proches, qui vont tenter de piller une ancienne maison de riches pour essayer de revendre les objets précieux et pour essayer de se faire un petit peu d'argent du coup. Et dans cette maison, elles vont faire une rencontre qui va particulièrement perturber Liberté. D'autre part, vous allez rencontrer Nathanaël qui est dans un orphelinat et il va bientôt être vendu comme apprenti dans un métier qu'il aimerait faire plus tard, même si lui n'a absolument aucune idée de ce qu'il veut faire plus tard. Ce sont trois destins qui normalement n'auraient jamais dû se rencontrer, sauf que la réapparition des frères de sang risque de faire chambouler un petit peu les choses. J'ai adoré l'univers des Mystères de Larry Spem. On est dans un univers que nous connaissons plus ou moins,
Sauf que, les monuments que vous connaissez de Paris, il faut les changer en mode steampunk, c'est-à-dire avec des dirigeables, avec de la fumée partout, avec des engins mécaniques un peu partout. Les monuments changés en steampunk, j'ai adoré ça. Les personnages sont aussi très attachants, même si j'ai une petite préférence pour Liberté, puisque je me suis assez rapprochée d'elle. J'ai aussi énormément apprécié la personnalité de Carmine, qui est une bouchère, donc une... Attendez, j'ai aussi l'argot, louche et bème. Parce que oui, dans cet univers, il y a de l'argot. Elle a une personnalité explosive. Contrairement à Liberté, elle n'hésite pas à faire jouer des couteaux. Elle forme un duo assez particulier, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé, puisqu'elles s'apportent mutuellement des choses. Nathanaël, j'ai eu un petit peu plus de mal à le cerner, puisque même lui a du mal à se cerner. Son intrigue est tout aussi intéressante, même si j'ai quand même hâte de découvrir la suite de l'intrigue de Liberté, puisqu'elle est prise dans un engrenage qui me plaît vraiment beaucoup. Ce que j'ai aussi particulièrement aimé dans l'univers, c'est cette espèce de double facette que l'auteur essaye de mettre en place, mais discrètement. Un petit quelque chose qui m'a quand même vachement gênée dans cette société qui se dit parfaite, mais qui a quand même des petits trucs qui m'ont fait tiquer. Donc, comment vous dire que retrouver un petit peu de dystopie dans une œuvre steampunk? Ah oui, et petit point en plus, il y a Jules Verne. Je trouvais ça super classe. Au final, j'ai vraiment beaucoup aimé Les Mystères de l'Arispem. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même la lecture que j'ai préférée des trois. Donc, si vous voulez vous lancer dans un univers assez particulier, mais quand même ressemblant au nôtre, je vous conseille Les Mystères de l'Arispem. Et j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 2, parce qu'en lisant la 4e du tome 2, j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont faire dans Paris. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire si vous avez lu des livres fantastiques pendant le mois de l'imaginaire ou si vous avez lu un de ces 3 livres que je viens de vous présenter. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.